Pascal Mogis est avec nous par téléphone. Bonjour Pascal. Bonjour Noraline. Hydrologue et chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Saclay, spécialiste des ressources en eau et de l'adaptation au changement climatique. On avait eu l'occasion de vous recevoir notamment pour parler des enjeux du plateau de Saclay. Alors le point de départ donc c'est la sécheresse hivernale. Je voulais parler justement de ça avec vous Pascal et puis de parler des conséquences que ça pouvait avoir notamment pour cet été par rapport à nos réserves d'eau en France. Alors on jettera un coup d'œil évidemment sur ce qui se passe dans les Yvelines, mais plus globalement en France, à quoi il faut s'attendre pour cet été. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer en une phrase ce que c'est la sécheresse hivernale et surtout pour vous, Pascal, qui êtes spécialiste justement des adaptations au changement climatique, est-ce que c'est une première? Est-ce que c'est quelque chose auquel il va falloir s'habituer? Oui, alors par sécheresse hivernale, on entend évidemment la sécheresse météorologique, celle liée aux précipitations, que ce soit de l'eau, de la neige ou de la glace. Et la sécheresse hivernale, c'est quelque chose d'inhabituel chez nous parce que sur la France, en général, il pleut davantage en hiver qu'en été. Ouais. Encore que c'est variable suivant les lieux. Et donc on s'attend à avoir de fortes pluies en hiver qui ont la propriété, comme elles sont à un moment où il fait un petit peu frais, de ne pas trop s'évaporer et de pénétrer dans le sol et de recharger les nappes phréatiques qui, elles, sont une sorte de réservoir pour l'environnement qui est utilisé aussi pour les usages de l'eau quand il pleut plus, notamment en été et notamment pour l'irrigation. Donc là, cet hiver, effectivement, il a extrêmement peu plu. On est complètement dans une situation atypique par rapport au climat que l'on a connu, par rapport au climat dit actuel, encore qu'il a déjà changé significativement et visiblement en une vingtaine d'années. C'est une situation qui n'était pas prévue par les modèles, qui n'a pas été vraiment envisagée pour l'anticipation des effets du changement climatique, où on envisage d'habitude une baisse des précipitations en été et une hausse des précipitations en hiver, ce qui est plutôt favorable en compensation. Et effectivement, ça fait une dizaine d'années que moi je militais pour qu'on considère des situations plausibles mais pas connues, où on aurait à la fois des étés secs et un ou plusieurs hivers secs. Et c'est ce qui s'est produit. Donc en fait, ce qu'on a assisté cet hiver, c'est un peu un signe avant-coureur de ce qui pourrait arriver plus souvent. Je ne dis pas de façon normale, mais de façon quand même beaucoup plus répétée pour les décennies à venir. Et c'est à ce type de situation qu'il va falloir s'adapter. Alors pour rentrer du coup dans le vif du sujet, Pascal, alors quand on parle d'eau, parce que j'ai parlé tout à l'heure de nos réserves d'eau, mais quand on parle d'eau concrètement, on parle de quoi quand on parle des réserves d'eau? Voilà. Est-ce qu'on parle d'eau potable? Est-ce que c'est plus large que ça? Et puis où est-ce qu'on la trouve concrètement dans le pays? Bon, alors ce terme de réserve d'eau, c'est pas un terme que j'utilise souvent. On parle de ressources, mais ça doit revenir à peu près au même. En gros, c'est l'eau environnementale ou alors extérieure que l'on peut considérer d'utiliser pour les usages humains. Voilà. Sachant que évidemment, il se pose la question des besoins environnementaux, et des milieux aquatiques et puis du reste. Ouais. Mais donc c'est l'eau qu'on considère comme utilisable par l'être humain. Et c'est toutes sortes d'eau, c'est-à-dire que c'est à la fois l'eau qui coule dans les rivières, c'est l'eau qu'on peut récupérer par la pluie, c'est l'eau qu'on va aller éventuellement chercher dans les nappes, c'est éventuellement l'eau aussi que l'on importe. Alors nous, on n'importe pas, mais certains pays importent avec des gros tuyaux qui viennent parfois sous la mer, ou par tanker, c'est des gros bateaux qui contiennent de l'eau. Et bien sûr, nous en France, on a une grosse quantité d'eau qui nous arrive de l'étranger, par le Rhône, le Rhin, et puis une grosse quantité d'eau qui part par le Rhin et la Meuse, par exemple. Vous avez aussi, alors quand on parle de ressources en eau, on n'a que la moitié du problème, parce que c'est l'eau qu'on va voir ou utiliser directement, mais il y a aussi toute l'eau que l'on ne voit pas et qu'on utilise, qui est l'eau virtuelle, c'est-à-dire l'eau, en fait, qui est soit contenue dans ce qu'on importe, mais surtout qui a été requise pour fabriquer des biens que nous importons ou que nous consommons. Alors, vous pouvez préciser ça? C'est par exemple l'eau qui est utilisée pour cultiver à l'étranger et dont on reçoit les produits, par exemple?
Exactement. Par exemple, vous buvez un café après le repas, là, et pour faire ce café, en fait, boire ce café, il a fallu faire pousser le grain, et ça a consommé de l'eau. Parfois c'est irrigué, parfois pas. Le café est quand même peu irrigué, mais ça pourrait, ça consommait de l'eau localement. Ouais. Et en fait, il a fallu peut-être plusieurs centaines de litres d'eau pour vous procurer une tasse de café. Et c'est pareil pour un jeans, c'est pareil pour un litre de lait, c'est pareil pour un kilo de viande, qui a nécessité en moyenne 15 000 litres d'eau pour faire pousser les céréales et l'alimentation qu'on va donner ensuite aux vaches. Ouais. Donc voilà, cette eau virtuelle en fait constitue un des premiers besoins des pays et ça nous place tout de suite dans un contexte international. Et sur la France par exemple, on importe environ 15 km3. 15 km3 virtuels, sachant que nous, en France, nous prélevons 31 km3. Donc ça représente 50% de plus que ce que nous utilisons nous-mêmes en France. Donc c'est un tiers en fait de nos prélèvements totaux. Certains disent d'ailleurs que c'est beaucoup plus. Et en contrepartie, nous exportons aussi naturellement des produits, donc notamment des céréales. Donc nous exportons aussi de l'eau virtuelle. D'accord. Donc ça c'est le concept d'eau virtuelle qui est très intéressant. Alors justement, vous avez utilisé un terme là tout de suite, Pascal, c'est celui de prélèvement. Alors quand on veut faire un petit état des lieux de l'eau, des ressources en eau, on parle de prélèvement et de consommation. C'est quoi la différence ? Oui, le prélèvement, c'est quand je mets un tuyau dans la rivière, ou je fais un trou, ou je puise de l'eau de mon puits, c'est un prélèvement. Mais par contre, en général, une grande partie de cette eau est restituée au milieu. Pas forcément au même endroit, ça peut être ailleurs, à distance, peut-être un petit peu pollué ou très pollué. Et il y a une partie que je ne restitue pas qui est la consommation. Cette consommation, c'est celle qui ne peut pas être réutilisée. Les rejets de l'eau prélevée, eux, peuvent être réutilisés. Par exemple, on consomme de l'eau potable dans la maison, au travail, dans les services, et on la rejette dans les eaux usées. Environ 90%, voire 95%. Et donc il y a une petite partie qui est perdue, c'est celle qui est vraiment évaporée par la transpiration, le séchage du linge. Il y a une composante parfois très importante quand vous arrosez votre jardin, quand vous avez une piscine. Bon, mais en tout cas le reste va à la station d'épuration, est traité et est rejeté dans l'environnement, dans la rivière. Donc exemple. Elle est réutilisée en quelque sorte. En tout cas, elle retourne dans la nature. Oui, c'est ça. L'eau est un véhicule en fait. Et on s'en sert et puis on le relâche. Et donc les usages qui consomme énormément d'eau par rapport à celle qui est prélevée, ce sont les usages évaporatifs, c'est donc essentiellement les usages agricoles. Donc quand on regarde le tableau, par exemple, en France, le premier préleveur, c'est l'énergie pour le refroidissement des centrales nucléaires, surtout en circuit ouvert, c'est-à-dire sans les tours qui font des nuages. Et donc voilà, c'est le premier préleveur. Mais en fait, le premier consommateur, c'est l'agriculture. Ou qui prélève peut-être environ 4 km3 et qui évapore la quasi-intégralité de cette quantité. Tandis qu'à égalité, l'eau potable, c'est à peu près, c'est un peu plus que ça. On prélève environ 5 km3 par exemple, ces chiffres ne sont pas très précis, mais on restitue quasiment l'intégralité de tout cela. D'accord. Voilà. Donc en termes de gestion, il y a une eau qui ne resserre plus, quoi. Donc il y a un usage qui est unique et qui ne permet plus de circuler, alors que si on réutilisait tout le temps, on pourrait faire un usage à l'infini. Alors si je récapitule ce que venait de dire Pascal, en gros, il y a une partie de l'eau qu'on va utiliser quotidiennement pour boire, pour se laver, et qui va retourner dans sa quasi-totalité, ou en tout cas à peu près à 95-96%, ça dépend, qui va retourner dans la nature, en passant par les stations d'épuration, etc. C'est la même chose pour le nucléaire, c'est-à-dire que l'eau qui sert à refroidir les centrales, par exemple, les réacteurs, cette eau, une fois qu'elle a refroidi le réacteur, il y a peut-être une partie qui s'évapore, mais en tout cas, une grande partie est rejetée après avoir été traitée. Voilà, ça c'est une partie. Et sur l'agriculture, par exemple, quand on va utiliser de l'eau pour irriguer un champ, ce qui a été planté, qui va consommer l'eau, et du coup cette eau, elle disparaît après, elle est plus elle retourne pas dans la nature, c'est bien ça. Oui, absolument. Alors certains vont dire que l'eau évaporée va retomber, va faire des nuages et retomber. Dans l'idée, c'est vrai, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe en pratique, puisque
l'irrigation on la fait en été, c'est très chaud par définition, et cette eau en fait ne forme pas de nuages, elle est très très faible par rapport à l'humidité ambiante et donc elle ne retombe pas dans l'année. On peut vraiment dire qu'elle sort du cycle. Alors, ce qui est intéressant, vous me disiez ça en préparant l'émission, Pascal, c'est que l'agriculture donc a beaucoup besoin d'eau. Alors concrètement, pour faire quoi? Pour quel type de culture et pour quelle finalité? Donc ça va dépendre des endroits, mais en gros les grosses régions agricoles, et la France est un pays agricole, sauf dans les zones montagneuses en fait. Donc on a, et c'est une situation unique, enfin presque quasi unique en Europe, d'immenses superficies cultivables et un sol très fertile. Donc on est un pays agricole. Et aujourd'hui les principaux usages irrigués, je précise, en gros c'est le maïs. D'accord. Pour l'essentiel du territoire. Et aussi, faut le savoir, dans le nord du pays, c'est la betterave. Il ne faut pas croire qu'il y a moins de tension. Localement, les prélèvements sur une irrigation de la betterave sont aussi très forts. On fait par contre beaucoup moins de betterave en France qu'on fait de maïs, naturellement. Mais localement, voilà, on a cette situation. Et ce maïs, globalement, c'est du maïs qui n'est pas à destination de la consommation humaine. C'est du maïs qui sert pour l'ensilage, c'est-à-dire pour nourrir le bétail. Alors il y a aussi d'autres cultures de céréales en France, mais par contre, le maïs, lui, il a sa période de croissance en été. Il n'est pas fait pour ça, c'est une variété qui vient des Andes, sous climat froid, donc il grandit effectivement en été, mais sous climat froid, donc il évapore peu. En France, il évapore énormément, c'est pour ça qu'il faut régler. Par contre, le blé, lui, qui est d'ailleurs essentiellement également pour la nourriture du bétail, le blé, lui, il pousse plutôt dans la saison. Et donc, en fait, il n'a pas besoin d'être irrigué la plupart du temps. Donc, le maïs utilise beaucoup d'eau, enfin, a besoin de soleil, en tout cas en France, et utilise beaucoup d'eau. Eau qui n'est pas réutilisée, qui ne retourne pas dans la nature. Ouais. Tout à fait. Son avantage, c'est qu'il est très productif. Ouais. Et aussi qu'il a une culture très, très reproductible. Donc, le maïs, par exemple, pour faire 1 kilo de maïs, il faut environ 900 litres d'eau. Pour faire 1 kilo de blé, il faut environ 1200 litres d'eau. Vous allez me dire que c'est plus. Je dis oui, mais comme je l'ai dit, l'eau utilisée par le blé est dans une saison, pousse en gros, son besoin c'est en période humide. Alors que le maïs, lui, a besoin de cette eau en été, à un moment où il pleut quasiment plus, à un moment aussi où les milieux l'environnement a besoin d'eau dans les rivières, et où les autres usages aussi ont également besoin de davantage d'eau, pour les douches, pour le refroidissement des centrales, pour la climatisation, etc. Alors évidemment, chères auditrices, chers auditeurs, voilà, il y en a qui pourraient se demander mais pourquoi on parle d'agriculture à ce moment en plein milieu de ce questionnement autour de l'eau? C'est parce que l'agriculture justement utilise beaucoup d'eau et qu'on est en train de parler des conséquences qu'il va y avoir notamment cet été, peut-être aussi sur le plus long terme, et pour voir justement quels sont les plus gros consommateurs d'eau, et puis questionner aussi le système qui est derrière tout ça. Parce que voilà, peut-être que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices ne savent pas que la plupart, en tout cas une grande partie des ressources en eau vont servir à irriguer des grands champs de maïs et pas forcément pour manger directement, voilà, pour aller dans nos assiettes. Enfin, on pourrait nous répondre que puisque c'est pour nourrir de la viande et que la viande finit dans nos assiettes, voilà, c'est pour de la nourriture. Voilà, ça pourrait être aussi une réponse. Oui, c'est très bien résumé. Il faut se faire une représentation en fait de nos usages de l'eau, c'est-à-dire que oui, ça nourrit, mais avec la même surface agricole, est-ce qu'on ne pourrait pas nourrir davantage de monde ou différemment? Et c'est tout la question, par exemple. Donc, comme j'ai dit, pour faire des céréales, du pain, voilà, 1 kilo de pain, il faudrait 1300 litres par exemple. Et pour faire 1 kilo de bœuf, qui est en fait de la vache, qui a produit la viande, mais qui a produit des veaux et du lait aussi, c'est surtout pour le lait, et les produits laitiers, c'est 15 000 par exemple. Tout ça, c'est des ordres de grandeur globaux. Ça veut dire qu'il y a presque un rapport de 1 à 10. Ça veut dire qu'avec une même surface, on pourrait produire 10 fois plus de céréales si, au lieu de faire des céréales pour le bétail, on faisait des céréales pour l'homme directement. Il faut envisager les questions d'un point de vue international, parce que notre marché est ouvert, la moitié de la production agricole française part à l'exportation, nous importons énormément aussi, d'ailleurs nous sommes des importateurs nets d'eau virtuelle, on importe davantage qu'on exporte en équivalent eau, et donc en fait il y a un besoin alimentaire international. Alors aujourd'hui c'est beaucoup pour l'alimentation de bétail à l'étranger, en Pologne, en Allemagne, ailleurs, etc. Et puis nous-mêmes, on importe pour nourrir notre propre bétail. En fait, il faut considérer qu'on est dans un système mondial
qui va vers la pénurie et la crise alimentaire aggravée, pour différentes raisons. Il y a différents facteurs, mais la production agricole nourricière depuis les zones fertiles va être non seulement un devoir mondial, mais une obligation aussi, en raison des impacts sur la stabilité politique mondiale et sur la sécurité aussi même de notre pays par ricochet. Il est sûr que si on est en manque d'eau, il va falloir faire des choix, et pour notamment par rapport à l'irrigation, sur peut-être les politiques à mener. Bon, ça c'est une question qu'on pourra peut-être traiter plus tard. Alors, on a compris donc, Pascal Moses, d'où venait l'eau, les usages principaux qui en étaient faits. Je ne sais pas si on a oublié quelque chose, je pense qu'on a tout dit. Non, alors il faut aussi parler un petit peu de l'industrie, juste pour de l'industrie, oui. Donc on a parlé d'énergie. L'énergie, lui, il est en première position pour les prélèvements, et puis assez loin, il prélève environ 1 km3. Sur les 7-8 qui sont consommés au total, consomme environ 1 km3, mais l'industrie consomme un petit peu moins. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a une poignée d'industries en fait qui sont vraiment très exigeantes. C'est l'industrie chimique, l'industrie du papier et du carton, l'industrie des produits à base de tabac, l'industrie pharmaceutique, et après différents autres secteurs, l'industrie alimentaire arrivant un petit peu derrière. Et il y a aussi des usages des activités tertiaires, c'est-à-dire des services. Et typiquement, c'est le secteur de la santé, donc les hôpitaux notamment, et l'administration. D'accord. Voilà. Donc en gros, on est là. Nous, en tant qu'humains, d'un point de vue résidentiel, c'est en gros les gros usages. Et si j'exclus l'arrosage du jardin, qui est très consommateur, ou les piscines, qui est une situation encore exceptionnelle, c'est surtout la douche, les WC, le lavabo, voilà. Et puis le lave, c'est vraiment l'hygiène. Et le linge, quoi. Qui va consommer beaucoup d'eau. Alors on dit consommation, et c'est trompeur, qui va prélever beaucoup d'eau. Qui va prélever justement. En plus, en plus, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure. Voilà, la différence entre prélèvement et consommation. Alors justement, on parle de ressources tout à l'heure. D'ailleurs, c'est intéressant. Vous m'avez repris sur le mot tout à l'heure de ressources, parce que j'ai dit réserve. Voilà, moi je suis plutôt sur la défensive. C'est peut-être pour ça que je parle de réserve. Je sens déjà qu'il y a un problème, et du coup c'est nos réserves, c'est quelque chose qu'on doit préserver, alors qu'effectivement ce sont des ressources. L'eau est plutôt une ressource. Alors justement, comment elles sont vérifiées, comment sont contrôlées ces ressources d'eau dans le pays ? Alors, il y a beaucoup de données effectivement sur l'eau. D'abord, il y a les données météorologiques, Météo France, avec son réseau de pluviomètres et de radars. Il faut noter d'ailleurs que c'est un réseau qui est au sol, qui est plutôt en état de démantèlement. Il y a le suivi dans les rivières des niveaux d'eau. Avec des stations qui mesurent le niveau, la vitesse, tout ça. Et il y a des mesures aussi dans les nappes phréatiques, avec ce qu'on appelle des piézomètres, notamment, qui vont mesurer la hauteur d'eau, la pression de l'eau dans la nappe. Parce que parfois elles sont libres, parfois elles sont sous pression. Vous avez d'autres réseaux d'observation pour les crises, vous avez toute une panoplie avec différents services qui concentrent ces données dans le beau, des choses comme ça. Vous pouvez récupérer à droite et à gauche. Donc, les stations de suivi dans les rivières, il y a des milliers de stations, mais ça documente très peu ce qu'on appelle le petit chevelu. C'est surtout dans les grandes rivières, et c'est surtout un réseau qui a été défini au départ plutôt pour protéger contre les inondations. Donc forcément, là, il y a beaucoup d'eau. Mais dans les rivières qui sont en amont, je ne parle même pas des rivières intermittentes, elles, c'est des petites rivières, il y en a plein, on ne peut pas les suivre toutes, il y a des petits débits, et c'est elles, en fait, qui font les grandes rivières. Donc, par rapport au changement climatique, notamment au pompage, ce sont les premières impactées, en fait, par les prélèvements. D'accord. Et parce que c'est des impacts de proximité. Donc voilà, donc là, effectivement, on a très très peu de mesures, c'est des systèmes que l'on connaît mal. Sur la mesure des nappes, c'est surtout les nappes qui sont sous tension, les nappes qui sont très exploitées, au moins officiellement, qui sont suivies. Mais en fait, c'est compliqué une nappe. Donc c'est de la géologie, c'est assez compliqué. Donc en fait, c'est difficile d'avoir une image vraiment de ce que donne la nappe, mais on a des indicateurs. Donc on dit tiens, tel point ou tel groupe de points, on va regarder ce que ça donne par rapport à des seuils. Et c'est ça qui nous donne en fait météo nappe, l'information sur le niveau des nappes, et c'est ça qui ressort dans les bulletins d'information hydrologique. Alors le point le dernier point qui a été fait par rapport, si on parle par exemple des nappes phréatiques, c'est près de
3/4 des nappes qui restent sous les normales mensuelles. Voilà, ça c'est ce qui avait été dit au mois de février. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc il y a des indicateurs, on vient de le dire, qui disent, je sais pas, à partir de 50, à partir au-dessus de 50, bah, c'est bien, la nappe est normale, on n'a pas de problème, on peut utiliser l'eau de façon normale. Quand c'est en dessous, légèrement en dessous, voilà, il y a peut-être une alerte, et puis après vraiment en dessous, en crise, voilà. Et qu'est-ce qui se passe concrètement par rapport aux différents seuils qu'il peut y avoir? Oui, alors ça, c'est les responsables de gestion qui décident en fait comment ils vont dire quand il y a une crise et comment on le sait. Donc en gros, ce sont par exemple les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Bon, c'est orchestré souvent par les syndicats de nappes ou de rivières. Bon. Ouais. L'idée en fait, c'est qu'on définit des seuils de hauteur dans un ou plusieurs capteurs au piézomètre. Voilà, on fait une moyenne par exemple. Et puis quand ça descend sous tel seuil, on franchit différentes étapes, donc de vigilance, d'alerte, de crise renforcée, etc. Et à chaque fois qu'on franchit un de ces seuils, c'est pareil pour les rivières, et bien il y a des mesures qu'on met en place. D'abord, on devient vigilant, on commence à avertir certains usagers, on essaye de retarder certains usages pour plus tard, par exemple, où on commence à utiliser peut-être des stockages. Ouais. Si on a, enfin pas forcément tout de suite. Après vous avez le seuil d'alerte où là on commence à avoir des problèmes parce qu'il va y avoir des impacts vraisemblablement sur l'environnement ou sur certains usages. Donc on va peut-être commencer à freiner, à mettre en place des dispositifs de diminution des prélèvements. Ouais. Et puis vous avez le seuil de crise, voire de crise renforcée, bon, enfin, voilà, où là il y a des restrictions. Qui sont imposées par arrêté, où il est interdit à certains usages de prélever, ou alors de prélever autant. Donc on va interdire aux gens d'arroser leur jardin, par exemple. On va faire sauter des tours d'eau dans les systèmes, dans les associations d'irrigants. Et puis il va y avoir des dégâts. Il va y avoir des dégâts économiques, ou mais en général la sécurité civile pense en premier. Donc on a surtout des dégâts économiques et qu'il va falloir prendre en charge, soit par assurance, soit par catastrophe naturelle, enfin d'une façon ou d'une autre, ou qu'on ne prend pas en charge. Et à ce moment-là, ça veut dire que pour les usagers potentiellement agricoles ou autres, ou les aquaculteurs, etc., ils vont faire une mauvaise année, ils vont peut-être devoir fermer boutique, etc., etc. Donc avec des problèmes sociaux associés. On va y revenir justement sur ces problèmes, mais d'abord pour rester sur voilà, une fois qu'il y a des restrictions qui sont annoncées, d'abord pour les citoyens, on va dire pour les Français lambda, est-ce qu'il y a un vrai impact? C'est-à-dire si on dit attention, il ne faut plus arroser le jardin, il ne faut plus laver sa voiture, voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que ça a un vrai impact ou est-ce que ça a l'air faible. Oui, mais en fait, il faut voir localement. Par exemple, l'an dernier, pendant l'été extrêmement sec, qui a précédé l'hiver sec, l'été caniculaire, vous avez plusieurs centaines de villes, de villages, et de petites villes, qui ont manqué d'eau potable, tout à fait. Sans eau potable. Donc il y a eu des livraisons de bouteilles d'eau et tout ça, par les municipalités. Citernes, tout ce que... Et ça, par contre, ça veut dire que vous ne pouvez plus utiliser votre lave-vaisselle, vous devez réutiliser votre eau de vaisselle, vous devez compter vos douches pour ne plus vous doucher aussi souvent. Vous avez des coûts qui sont élevés pour vous acheter cette eau quand elle n'est pas distribuée ou qu'elle ne suffit pas. C'est pas juste des problèmes de convenance, vous avez vraiment une altération de votre mode de vie. Mais aussi, vous allez peut-être voir mourir certaines de vos plantes. Si vous avez un potager, vous allez tricher, ou alors vous allez perdre vos tomates. C'est un exemple, ou vos salades. Sinon, quand c'est des petites industries, ça peut vraiment être problématique parce que vous allez manquer d'eau. Alors, vous aurez sûrement des dérogations, mais pas toujours. Et quand c'est par exemple une rivière qui est à sec, c'est pas la citerne qui va par exemple vous permettre d'alimenter votre aquaculture. Ouais. C'est juste que là, et puis on sort pas les poissons hors de l'eau une fois, on remet de l'eau après, tout va bien. Non, il n'y a plus assez d'eau à un moment, ils sont empoisonnés, ou il n'y a plus d'eau, c'est trop chaud, ils meurent. Pour les dire de façon assez triviale, une fois que c'est mort quoi. Bah oui, exactement. Et c'est pareil quand vous asséchez une zone humide, vous allez perdre une période de ponte, par exemple, de reproduction, ou une période au contraire de réserve pour l'environnement, ou de fertilisation, de fructification. Donc là, ça a des impacts très très concrets pour toute l'année, voire sur plusieurs années.
Alors ça, c'est justement, ça c'est pour les Français lambda, comme dit, ou sinon pour les petites entreprises et tout ça. Et si on regarde maintenant du côté des gros. Alors quand je dis les gros, c'est l'agriculture et les industries. Oui. Quand il y a des restrictions. Bon, alors il y a des trucs où on peut pas faire de restrictions. Je pense, par exemple, si on parle des industries, je sais pas, les centrales nucléaires. On va pas aller frapper à la porte d'une centrale nucléaire et dire vous pouvez pas refroidir vos Eh ben, c'est un peu ce qu'on fait. C'est un peu ce qu'on fait, okay. et c'est ce qui s'est passé lors des dernières grandes pénuries d'eau. Et malheureusement, donc effectivement, l'industrie nucléaire baisse sa production, ouais. mais il y a quand même une demande énergétique. Ce qui veut dire que le pays va le compenser seulement en commandant l'électricité chez les voisins, ou en opérant certaines restrictions. Néanmoins, avec l'électricité, c'est particulier parce que ça fait partie, quand il n'y a plus d'électricité dans une ville, plus d'éclairage, plus de certains services publics vitaux, encore qui peuvent avoir leur circuit de secours, et du coup, c'est un problème de sûreté. Et la sûreté est très souvent régalienne et prioritaire. Ouais. Donc c'est un des usages qui passe en premier. Néanmoins, les centrales nucléaires baissent leur production et on leur demande de ne pas trop chauffer l'eau, mais de toute façon, il n'y a pas tellement de choix. En plus, quand l'eau est chaude, le rendement de la centrale nucléaire baisse. Donc en fait, ce qui se passe en pratique, c'est que les centrales ont une dérogation temporaire pour chauffer l'eau davantage qu'elles ne devraient. Parce qu'on a besoin d'électricité et qu'on n'a pas anticipé, on est dans une situation d'impossibilité. Ouais. L'autre difficulté, c'est que c'est pas tant qu'on demande à la centrale de baisser sa production, oui c'est vrai, c'est qu'on n'est pas forcément capable de maintenir la production parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau qui arrive pour la refroidir, cette centrale. Ouais. Donc c'est par exemple un des problèmes sur le Rhône. Et quand il y a des conflits d'usage sur les grandes réserves, par exemple de Serre-Ponçon, qui sont en amont, qui servent pour l'eau potable, qui servent pour l'agriculture, d'autres réserves en amont qui servent pour la neige artificielle, vous risquez de manquer d'eau pour les refroidir. Ouais. Et donc là, c'est plus un petit problème économique, vous avez un problème de sûreté, vous avez un problème majeur. Ouais. Donc l'impact, c'est qu'on va acheter l'électricité à l'étranger à un coût potentiellement très élevé. Et donc voilà, avoir ça a des conséquences économiques pour le pays. Ouais. Ensuite, pour l'agriculture, là, on est plus dans un problème systémique. L'irrigation, qui est essentiellement, donc, comme je le disais, sur le maïs, mais pas seulement, parce qu'on irrigue maintenant la vigne, on irrigue évidemment le maraîchage, ça c'est normal. On irrigue aussi en partie les vergers, mais en général plutôt goutte à goutte. Et puis ça a une très forte valeur ajoutée. Mais sur le maïs ou sur les grandes céréales, l'irrigation permet de sécuriser la production. Ouais. Donc, si vous n'avez plus d'irrigation, vous pouvez perdre la production, c'est plusieurs milliers d'euros par hectare. Ça peut vous faire couler, si vous avez quelques années comme ça vous fait couler une exploitation. Ouais. Et pour un agriculteur, son modèle économique, il est très endetté, il a des contrats, il doit fournir à sa coopérative telle quantité, une grosse part du risque est sur lui. Donc, si on fait une restriction unilatérale comme ça, d'un jour à l'autre, d'une année à l'autre, en disant, voilà, poum, maintenant on restreint, il ne va plus être en situation de faire vivre son activité économique. Ouais. Donc c'est quelque chose qui doit absolument s'anticiper avec des modulations sur les variétés cultivées, avec un accompagnement sur sa mutation à lui, y compris éventuellement démembrer, mettre un petit peu de maraîchage ou d'autres choses, d'agroforesterie. C'est des conversions qui sont difficiles à faire et lentes, donc il faut l'anticiper et l'accompagner. Et aussi à cause des prises de risques associées. Si on veut plus que l'agriculteur irrigue en été, eh bien, il va falloir compenser son manque à gagner. D'un autre côté, pourquoi cultive-t-il ces céréales ? Quel est le bienfait pour le pays ? Il est énormément subventionné, donc dans quelle mesure est-ce que ça rapporte au pays ? Et là, il faut poser la question, parce que tout cet argent qui sert à produire du maïs, peut-être qu'il pourrait servir à produire autre chose, dans de bonnes conditions aussi pour les exploitants. Et très, très probablement d'ailleurs, et doublé avec un changement du régime alimentaire, effectivement on peut diminuer considérablement la pression et sur le sol et sur l'eau. Voilà. Et l'argument que j'ai pu entendre souvent de dire attention, les agriculteurs, par exemple les céréaliers dont vous venez de parler pour le maïs, ils sont prioritaires parce que si vous n'arrosez pas leur champ, s'ils perdent leur production, c'est un problème de souveraineté alimentaire qui va se poser. Voilà, alors cet argument, il est plutôt... effectivement, c'est un argument entendu, mais il est faux comme argument. C'est pas un problème de souveraineté alimentaire. Non, c'est un problème de souveraineté, c'est un problème de maintien d'une filière économique.
encore une fois, le maïs cultivé, il y a 2% du maïs cultivé en France qui sert à l'alimentation humaine directement. Donc l'essentiel, ça va pour nourrir le bétail, donc faire de la viande avec un ratio de 1 à 15 en termes de protéines par rapport à une céréale qu'on mangerait directement. Oui, 1 à 15, c'est-à-dire que si pour faire 1 kg de viande, on pourrait faire dans le même équivalent 15 kg de céréales qu'on peut manger directement, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais, okay. Et l'autre, c'est une production de sirop de glucose pour l'industrie agroalimentaire. Ouais. Pour les betteraves, par exemple. Ouais. Oui, comme les betteraves, qui servent à produire du sucre directement. Oui. Donc merci, c'est très clair pour les conséquences. Alors, autre argument que je voulais vous soumettre aussi, Pascal, c'est par rapport aux pluies des derniers jours qu'on a vues, là, notamment dans les Yvelines, là, beaucoup plus ces derniers jours. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle? Est-ce que je peux dire naïvement que tant mieux, il a beaucoup plu, ça va remplir les nappes? C'est une bonne nouvelle, mais pas pour le long terme. C'est une bonne nouvelle à très très court terme. Ouais. Donc ces pluies arrivent trop tard. Donc en fait, la période de recharge pour une nappe, elle est finie, et bien finie. C'est mars, un petit peu avril. Donc au mois de mai, en fait, toute l'eau va être utilisée par les plantes ou évaporée et transpirée. Donc ça a rechargé le sol, donc c'est pas mal. Donc on a une réserve du sol qui est plutôt sans doute bien rechargée, voilà. Et ça aide pendant un mois ou deux. D'accord. Mais ça ne va pas du tout nous apporter de l'eau pour une réserve en eau, comme vous dites, pour cet été. L'eau à long terme, elle est dans les nappes et la recharge, c'est les longues pluies d'hiver sous climat frais. Voilà. Et donc là, ça n'a absolument rien changé. Les nappes, elles sont toujours aussi basses, enfin à peine moins basses. Et il n'y a pas de réserve supplémentaire en été qui sera apportée par cette pluie. Donc l'état des ressources, si je prends les Yvelines par exemple, reste quand même à surveiller, reste quand même alarmant. Alors moins que dans d'autres régions françaises, si on pense au sud-est, je pense, je ne dis pas de bêtises. Sud-ouest, au sud-ouest, sud-est, nord-est, ouais. Bretagne. Donc on est un peu privilégié là où on est. Mais en plus de ça, c'est une situation particulière parce que dans les Yvelines, sur les plateaux, vous avez des sols limoneux qui, eux, n'ont pas besoin d'irrigation. D'accord. Donc, c'est vrai qu'ils étaient très secs au sortir de l'hiver. Maintenant, ils sont bien humides. Donc, effectivement, pour les plateaux, c'est plutôt bon. Maintenant, vous avez les endroits où c'est du sable, par exemple les sables de Fontainebleau ou d'autres formations. Et là, on va avoir une tension sur la ressource. Il y a l'irrigation, mais il y a aussi, dans nos régions, l'alimentation en eau potable. Ouais. Et avec la ville de Paris ou certaines grandes villes, en fait, l'assèchement des nappes phréatiques pose un problème d'alimentation en eau potable. Alors ces grandes villes se débrouillent toujours via des réseaux ou des systèmes d'apport en eau à distance, ou en puisant un peu plus dans une nappe où il y a de l'eau, ou un fleuve, etc. Les grandes villes s'en sortent, mais c'est quand même la réalité d'une tension sur la ressource. Mais s'en sortent, vous voulez dire, là, si je comprends ce que vous dites, s'en sortent en trichant un petit peu, en allant chercher plus loin qu'il faudrait aller, ou en allant chercher de l'eau à l'extérieur. Oui, en fait, oui. Il y a aussi la façon de s'en sortir un petit peu en réutilisant les eaux usées. Ouais. Des stations d'épuration, donc ça c'est un sujet qui est mis en avant, notamment par le plan eau, qui est très peu exploité en France. On a 2% d'utilisation des eaux usées. Alors surtout pour l'agriculture, pour des raisons de qualité d'eau, de coût et de santé. Donc on pourrait augmenter cela. Mais si on réutilise les eaux usées qui normalement sont rejetées dans l'environnement, utiliser ces eaux et l'évaporer, ça reste une consommation d'eau. Ouais. Dans une situation où on manque de ressources. Donc, c'est pas la panacée. Ça permet de maintenir le système ou d'amoindrir le choc climatique, on va dire. Petite question pour terminer, Pascal. Le plan eau que vous venez d'évoquer, donc, qui a été présenté par le président de la République fin mars, comporte 53 mesures pour l'eau. Alors pour vous qui êtes un spécialiste de la question, alors je ne vous demande pas un positionnement politique, je parle vraiment du contenu. Est-ce qu'il y a des bonnes choses ou est-ce que ce n'est pas assez ambitieux par rapport à la gravité du problème ? Bon, alors, tout n'est pas acheté dans ces 53 mesures. Il y a des bonnes choses. Mais globalement, on peut dire que le plan eau
n'est encore pas suffisamment ambitieux. Bon, d'abord, il y a énormément de mesures qui concernent des choses qui sont déjà implémentées ou déjà prévues. Il y a des mesures qui sont légèrement en retrait, comme par exemple la limitation des prélèvements de 10%. C'est quelque chose sur lequel il faut aller bien plus fortement. Sur les 10% pour les eaux usées, vous voulez dire, c'est ça ? Non, ça ce serait la réutilisation des eaux usées qui sont promues. D'accord. C'est une bonne chose dans la limite de ce que j'ai dit juste avant. C'est la baisse des prélèvements de 10%. D'accord, ok. Globaux. Or, pour moi, il est important de cibler les prélèvements qui sont consommateurs d'eau et ceux qui sont économiquement les plus faciles à changer ou ceux qui présentent le moins d'avantages collectivement pour le pays. Et il faut vraiment miser sur la transformation systémique de notre économie, de notre fonctionnement, et notamment de notre demande en eau. Donc on cible souvent les usages domestiques, et c'est dommage parce que c'est précisément les usages résidentiels où il y a moins de marge de manœuvre, sauf pour les situations aisées avec piscine, jardin, grand jardin à arroser. Mais comme je l'ai dit, à la lumière de ce qu'on a vu, il faut cibler les usages consommateurs, qui sont essentiellement agricoles, mais pas que. Il faut aussi voir les usages industriels et investir pour la mutation des pratiques. Derrière, ça veut dire aussi qu'il faut investir sur la gouvernance du pays pour être capable d'agir sur ces pratiques, parce que les déterminants d'un agriculteur, par exemple, c'est le cours des céréales. Donc le cours des céréales, c'est quelque chose qu'on contrôle. Donc il y a des biais, on peut agir sur les subventions, il faut rendre tout ce système désirable, donc peut-être passer plus à l'agroforesterie, peut-être réduire un peu la taille des parcelles, surtout changer les habitudes alimentaires, maîtriser les exportations et les importations, puisque vous avez vu qu'on a l'eau virtuelle, on exporte 8 km3 d'équivalent d'eau dans nos produits. Peut-être que les gens n'ont pas besoin de produits très consommateurs d'eau, par exemple. Et nous, c'est pareil. On peut aussi diminuer la pression sur les autres pays à travers notre consommation, en consommant moins de produits très gourmands en eau. Comme par exemple les vêtements à base de coton, le café, le chocolat, des choses comme ça. Le lait, notamment. Enfin bref, donc on a, je pense, davantage besoin de modifications systémiques à l'échelle du pays, mais surtout à l'échelle de l'articulation internationale. Et pour compléter cette dernière question, parce qu'à Moses, à quoi faut s'attendre pour les mois, les années à venir? Parce que l'année dernière, on était, quand on parle des nappes phréatiques, à 56% des nappes qui étaient sous le seuil, en tout cas sous la normale. Cette année, c'est plus de 70%. S'il y a encore une sécheresse hivernale, est-ce qu'on va passer à 80, 90 Oui, clairement. L'année va être difficile. Cet été va être difficile, ça c'est sûr. Donc peut-être que, comme ça a été le cas sur beaucoup d'années précédentes, on va avoir de la chance. On a déjà eu un hiver sec, mais on a eu un été humide, ce qui a quand même permis une bonne... en 2021 notamment, de bonnes récoltes. En 2022, par contre, la récolte a cuit et toutes les canicules à répétition ont rendu vraiment l'agriculture difficile. Là, pour cette année, avec ces réserves, tout le monde le sait. Donc, il y a déjà, pour cette année, il y aura moins de plantation de maïs. Oui, c'est ce qu'on appelle l'auto-adaptation, l'adaptation spontanée. C'est que d'une année sur l'autre, les gens vont changer leur comportement. À la longue, ça change les comportements, et c'est toujours après la crise qu'on fait ça. Ceci dit, il est sûr que dans les années à venir, les décennies à venir, et c'est déjà le cas d'ailleurs, le maïs va voir sa culture modifiée, notamment remontant au nord. Elle est déjà globalement remontée une centaine de kilomètres, un petit peu au rythme du changement climatique d'ailleurs. Mais toujours au dernier moment, toujours après les périodes de crise, toujours après des conditions économiques difficiles. Donc ça, c'est ce qui va se passer jusqu'à ce qu'on se décide effectivement à faire moins de maïs. On va rentrer en compétition avec des usages existants, et puis globalement, il faudra plus d'eau. Donc de toute façon, à cause de l'augmentation des températures. Donc de toute façon, on se dirige vers des tensions accrues, ne serait-ce qu'en France, mais qui seront aggravées par les tensions extérieures, vu que la production alimentaire à l'extérieur va décroître petit à petit. Donc il va y avoir une plus forte pression sur les zones qui peuvent cultiver, comme la nôtre, et en même temps une plus grande responsabilité, disons, alimentaire mondiale. D'accord. Voilà, donc les zones fertiles seront mises davantage sous pression. Toute la question, c'est veut-on s'adapter avant les crises ou après? Évidemment, je milite pour qu'on adapte dès maintenant notre production et notre gouvernance agricole. Et c'est une gouvernance agricole qui est souhaitable
en France, mais évidemment au niveau international, parce que on va avoir des pénuries alimentaires de plus en plus graves et de plus en plus récurrentes à travers le monde. C'est un facteur d'instabilité qui est identifié maintenant massivement par la plupart des pays, par l'armée, par tous les stratèges. Ouais. Et cette instabilité politique nous impacte indirectement. À travers les cours, à travers l'instabilité générale, la militarisation, et à travers la pression sur notre propre production. Donc il vaut mieux essayer de contrôler tout ça plutôt que de naviguer à vue et de surnager sur un système chaotique. Ce sera le mot de conclusion. Merci beaucoup Pascal Mogis. Alors on est un peu dépassé, on avait prévu de faire normalement un entretien de 20-25 minutes. Voilà, on a presque doublé le temps, mais c'était très intéressant. Merci. Je rappelle que vous êtes hydrologue et chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Saclay, spécialiste des ressources en eau et de l'adaptation au changement climatique. Merci beaucoup. Merci Nouradine, à très bientôt.